l'histoire commence avec le fait que cette molécule est une 4-aminokinoline qui a une parenté structurelle avec d'autres antipaludéens qui sont également des anti-arythmiques, puisque vous savez que la quinidine n'est jamais qu'un stéréoisomère ou un des nombreux énantiomères de la quinine et vice-versa. Et donc, la suspicion que cette molécule puisse avoir des effets sur la repolarisation et des effets bloqueurs sodiques est importante. Et d'ailleurs, il y a des données qui indiquent que cette molécule est capable d'avoir des effets sur la repolarisation. J'y reviendrai dans le cadre du procès sur est-ce que cette molécule est safe ou pas safe. Je ne vais pas détailler les propriétés antivirales de l'hydroxychloroquine, je serais d'ailleurs bien incapable de le faire, si ce n'est pour dire qu'il n'est pas du tout déraisonnable de penser que l'hydroxychloroquine puisse avoir un effet sur le plan théorique. Cette molécule a une capacité de modifier la pénétration du virus et sa libération en intracellulaire, et par ailleurs a des propriétés immunomodulatrices, d'ailleurs utilisées dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus, et a des capacités de diminuer un certain nombre de protéines pro-inflammatoires, donc il n'est pas du tout illogique d'imaginer que cette molécule puisse avoir un effet. Alors, un peu de données in vitro et leur corrélation in vivo. Vous savez que en pharmacologie et en clinique d'ailleurs, ce qui fait le poison, c'est la dose. Et donc, démontrer qu'un produit a des propriétés antivirales in vitro, ce qui a été fait ici, ne veut pas systématiquement dire que quand on l'expose aux concentrations inhibant 50% de la réplication virale, cette molécule est susceptible d'avoir des effets thérapeutiques. Et simplement pour planter le décor, les concentrations in vitro qui inhibent 50% de la réplication virale sont de l'ordre du micromolaire. Et ça, c'est la simulation des concentrations dans l'étude Recovery. C'est une simulation qui a été faite par Saïkurien dans le cadre d'un projet qu'on est en train de soumettre, avec de plus en plus de difficultés, parce que c'est plus à la mode l'hydroxychloroquine, donc on se fait jeter de partout maintenant. Ça correspond à une concentration de 550 nanogrammes par ml. En gros, on est à 1,6 micromolaire, donc on est dans une concentration où il peut y avoir un effet antiviral. Autre précision, dans le traitement du lupus, le plaquenil, donc qui est le nom commercial de l'hydroxychloroquine, on a une représentation de sa cinétique qui est bien connue d'ailleurs dans le traitement du palud aussi. C'est une demi-vie de 22 jours, ça veut dire qu'il faut à peu près 3 mois pour arriver à l'état d'équilibre des concentrations plasmatiques, alors qu'on donne 10 jours de traitement ou 5 jours de traitement dans le traitement du Covid. Et les concentrations auxquelles on se trouve à l'état d'équilibre dans le traitement du lupus sont de l'ordre de 1000 nanogrammes par ml. Et donc, juste une parenthèse, quand on a dit que l'étude Recovery était une étude de toxicologie, c'est possible, mais dans l'étude Recovery, les concentrations n'étaient pas plus élevées que ce qu'elles sont dans le traitement au long cours du lupus. Encore un tout petit peu d'in vitro, l'hydroxychloroquine est capable d'avoir un effet d'allongement de la repolarisation ventriculaire. En plus, c'est un papier qui est sorti tout récemment, la plausibilité que l'hydroxychloroquine puisse provoquer des effets pro-arythmiques est absolument claire, d'après ces données in vitro. On est capable de déclencher l'équivalent des torsades de pointe in vitro seulement en présence d'hydroxychloroquine. On crée un phénomène d'alternance de la durée de la repolarisation, bref, des mécanismes qui sont bien connus pour être pro-arythmiques. Alors en France, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, les pharmacovigilants se sont rués sur les rapports, les cas rapportés d'accidents avec l'hydroxychloroquine. Et ce qui est assez frappant, alors moi je suis un non-croyant par religion, c'est ma seule religion, et j'ai croisé le fer avec le pharmacovigilant référent qui recevait tous ces cas en lui disant que ce n'est pas parce qu'il avait des cas que la relation causale était établie. C'est extrêmement difficile d'établir une relation causale en pharmacovigilance, j'allais dire presque plus qu'en épidémiologie. Et donc, mais néanmoins, il est clair qu'on a vu arriver dans les centres de pharmacovigilance, et le réseau national français, des cas principalement d'allongement de la durée de QT, mais également des cas quelques cas de mort subite. Mais déjà, on savait qu'il y avait des embolies pulmonaires qui pouvaient survenir, donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et Joëly Salem a trouvé le même signal dans la base mondiale de pharmacovigilance, ça s'appelle Vigibase. Cette base-là s'analyse par des
technique de disproportion de rapport d'événements indésirables. Et dès que l'intervalle de confiance dépasse 0, ça devient significatif. Donc on sait depuis des années qu'il y a un signal de potentielle toxicité cardiaque, en tout cas d'allongement de QT et de torsade de pointe avec l'hydroxychloroquine. Mais en fait, sur 50 ans, et d'ailleurs on l'a publié, sur 50 ans, dans le traitement des indications thérapeutiques, il y a 84 torsades. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas très 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 fréquent avec toutes les limites qu'il y a sur les déclarations. En revanche, on voit bien qu'au mois en 2020, il y a eu un pic de déclarations absolument monstrueux. Donc la question c'est, est-ce que c'est encore le délit de sale gueule d'une molécule qui allonge la durée de la repolarisation et la tendance des gens qui sont obnubilés par le QT qui s'allonge, c'est de dire que dès que le QT s'allonge, s'il se passe quelque chose, c'est dû au QT. Et en tant que non-croyant, je considère que ça n'est pas suffisant que la molécule est une sale gueule. Néanmoins, c'est clair que le phénomène a été observé dans tous les pays de la planète, et notamment en France. Ensuite, qu'en est-il des déclarations, des publications qu'il y a eu sur les effets des patients hospitalisés avec le Covid ? Ce qui a été rapporté, ce sont principalement des études qui ont été faites avant-après. C'est la pire manière d'évaluer un médicament. C'est quel est l'état du patient avant de le lui donner et quel est l'état du patient après le lui avoir donné. Donc ces études sont des études non contrôlées. Néanmoins, elles ont montré que sous hydroxychloroquine seule, on avait un allongement de QT moyen de 5 millisecondes, pas beaucoup mais significatif, et en présence d'une association hydroxychloroquine plus azithromycine, dans cette étude-là, 20 millisecondes d'allongement en moyenne, avec clairement des patients qui dépassent des seuils qui sont considérés et reconnus comme étant potentiellement arythmogènes, 500 millisecondes étant le seuil reconnu par tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres études qui ont comparé, là encore, hydroxychloroquine seule ou hydroxychloroquine plus azithromycine, n'ont pas retrouvé cette augmentation de la combinaison des deux médicaments. Donc en gros, très difficile de porter un jugement là-dessus. En fonction du temps, là encore avant-après, ils ont pris les patients sans groupe témoin, on observe qu'on voit un allongement de QT qui apparaît à partir de 48 heures et qui se maintient pendant plusieurs jours. Là encore, je passe sur l'association azithromycine et hydroxychloroquine. La semaine dernière, il y a une étude intéressante qui a été publiée qui a montré quelque chose qui est bien connu, c'est que l'allongement de l'intervalle QT sous hydroxychloroquine, il est d'autant plus fréquent qu'on associe des médicaments qui allongent la repolarisation ventriculaire. Et donc tout le monde, tous les cardiologues, vous tous savez que quand on associe 2 médicaments, 3 médicaments, 4 médicaments qui allongent la repolarisation, c'est dans ces circonstances-là qu'on fait exploser les patients. Phénomène intéressant, dans cette étude-là, qui a été suffisamment bien documentée, on voyait une redescente du pourcentage d'allongement de QT après le 6e jour. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet allongement de QT, d'abord, est-ce qu'il est arythmogène ? Et ensuite, est-ce qu'il peut être dû à la maladie, indépendamment de l'hydroxychloroquine ? Alors pour ce qui est de savoir s'il est arythmogène, il y a un registre, là encore c'est tout chaud, ça a été publié la semaine dernière, c'est 1053 patients qui ont été hospitalisés consécutivement dans 3 hôpitaux new-yorkais, dont 71% étaient traités par de l'hydroxychloroquine, et ils ont comptabilisé 26% de patients faisant des arythmies, 13% d'arythmies supraventriculaires, des FA, des flotteurs, atriaux, des TVFV chez 28 patients. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé ce qu'ils appellent des TV polymorphes, c'est-à-dire la dénomination américaine des torsades de pointe, parce que sinon ça peut donner de torsades de pointes, j'ai déjà entendu une fois. Et donc ils ont eu 4 torsades de pointe chez des patients traités par l'hydroxychloroquine et 5 chez des patients sans hydroxychloroquine. Compte tenu du nombre de patients exposés, ça veut dire qu'il y a eu plus de torsades de pointe chez des patients sans hydroxychloroquine que chez des patients... Alors c'est de l'observationnel, mais clairement ça va dans le sens de ce que je pense, c'est que le délit de sale gueule, on a le droit à un procès équitable et que je ne suis pas certain que l'hydroxychloroquine, même si j'ai pu écrire l'inverse, il est plausible que ça soit pro-arythmique. Il y a incontestablement des cas de torsade de pointe sous hydroxychloroquine, sauf que la contribution du Covid est potentiellement importante. Alors, une petite parenthèse très rapide, les données sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, en observationnel, absolument rien ne sort, il n'y a aucun effet bénéfique
de l'hydroxychloroquine en observationnel. Sur les études randomisées, elles commencent à sortir et là encore, il n'y a strictement aucun effet significatif. Dans cette étude-là, ils ont pris des patients très précoces dans une phase où ils n'étaient pas encore sévères, ils n'étaient pas hospitalisés. L'étude a des tas de limites méthodologiques, mais quand même, on n'a pas l'ombre d'un signal d'un effet bénéfique de l'hydroxychloroquine, n'en déplaise à certains savants du Sud. L'association entre hydroxychloroquine et azithromycine en observationnel donne un signal d'aggravation, donne un signal de surmortalité avec la combinaison. Donc là encore, on se dit l'azithromycine, ça peut allonger le QT. Est-ce que tout ça n'est pas de la torsade de pointe? Mais un essai randomisé, lui, chez à peu près 200 patients par groupe, a montré qu'il n'y avait absolument aucune différence de mortalité entre l'hydroxychloroquine seule et l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à négliger le fait que la repolarisation ventriculaire, elle est modulée par de l'inflammation. Et c'est connu depuis des années. L'IL-6, in vitro, ça bloque IKR, le même courant qui est bloqué par l'hydroxychloroquine et les médicaments qui allongent la durée de la repolarisation. Et dans cette étude hors Covid, c'est des infections non Covid, il y avait un phénomène qui a été bien mesuré sur le fait que le QTC, corrigé quelle que soit la manière, était plus élevé en phase inflammatoire, infectieuse, qu'après la résolution de la période infectieuse, et qu'il y avait une corrélation entre le niveau de la CRP et le niveau d'allongement de la repolarisation. Par ailleurs, il a également été montré qu'un critère, il vaut ce qu'il vaut, mais qui représente la dispersion de la repolarisation, et qui est un facteur arythmogène important, était lui aussi corrélé à la CRP, indépendamment de toute exposition médicamenteuse. Donc on regarde le médicament, et je ne vais pas nier qu'il y a des médicaments qui provoquent des torsades de pointe, mais les réanimateurs savent bien qu'il y a des gens qui font des troubles du rythme absolument abominables en réanimation lorsqu'ils sont affectés et qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un médicament toxique. Maintenant, si on leur rajoute un médicament dans ce contexte-là, clairement, on augmente leur chance de faire des accidents. Et donc le QT, et le QT corrigé, c'est finalement un marqueur non spécifique de décès. Et on a tendance à oublier ça. Par exemple, dans cette étude, là encore récemment rapportée, avant toute administration de produits allongeant la repolarisation, les patients qui arrivent à l'hôpital avec un QTC long ont un moins bon pronostic que ceux qui arrivent à l'hôpital avec un QTC plus court. Et on retrouve le même phénomène, indépendamment du Covid, chez des patients rhumatologiques traités par hydroxychloroquine pour leur indication rhumatologique, et qui, lorsque sous hydroxychloroquine, ils ont le QTC qui est supérieur à 470 millisecondes, eh bien, ils ont un pronostic sur leur survie qui est inférieur aux patients qui ont un QTC plus court. Et en analyse univariée, ça sort comme ça, mais en analyse multivariée, l'effet hydroxychloroquine disparaît. Ce qui persiste, ce sont des facteurs comme l'âge, le sexe et les comorbidités. Donc je pense qu'il faut être doué pour faire une mort subite et avoir un effet pro-arythmique avec un médicament qui allonge le QT. Et d'ailleurs, l'immense majorité des médicaments qui allongent le QT ne provoquent absolument pas de torsade de pointe, mais clairement peuvent amorcer une torsade de pointe chez des gens qui sont exposés à d'autres facteurs de risque. Et puis par ailleurs, dans ce papier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu, j'ai cherché ça beaucoup, malheureusement je ne l'ai trouvé qu'en préparant cette conférence, le QRS s'allonge. C'est un bloqueur sodique. Et bloquer les canaux sodiques chez des patients qui ont le cœur ischémique et qui sont en hypoxie, c'est quelque chose qui est connu comme étant extrêmement arythmogène et source de défaillance cardiaque. Donc là, il y a une étude observationnelle rétrospective pourrie, bien que publiée dans un pas mauvais canard. Je dis pourrie parce qu'ils n'ont rien ajusté. Donc ils ont regardé des gens traités par hydroxychloroquine, azithromycine, ou des gens pas traités, avec des effectifs pas énormes, et ils ont simplement constaté que quand les gens étaient traités, ils étaient plus souvent transférés en réanimation et ils avaient une plus grande mortalité. L'étude est nulle parce qu'ils ont ajusté sur rien, mais simplement ça laisse penser que peut-être que ce sont ces patients-là qu'on a mis sous traitement plus que d'autres. Et le fait d'être transféré en soins intensifs est un facteur indépendant de troubles du rythme cardiaque, que ce soit évidemment des arrêts cardiaques, des bradycardies, des tachycardies et des blocs auriculo-ventriculaires. Donc, indépendamment d'hydroxychloroquine, le fait d'avoir une maladie sévère est source d'arythmogénicité et c'est un facteur pronostic de survie. Si bien qu'au total, les messages clés que je tire, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est que
Oui, l'hydroxychloroquine a des propriétés antivirales in vitro, à forte concentration. Est-ce que ça se transfère chez l'homme? J'en sais rien. Et les données actuelles nous laissent penser que non. L'hydroxychloroquine peut favoriser des torsades de pointe et allonger l'intervalle QTC ou QT dans des situations de risque cumulé. C'est assez à l'image de ce que sont tous les médicaments qui allongent la repolarisation. Les effets proarythmiques de l'hydroxychloroquine dans le Covid sont très rares, certainement très rares. L'infection Covid, à mon sens, est le principal facteur d'allongement de QT et la sévérité de l'infection augmente la probabilité d'arythmie et d'ailleurs de décès. L'hydroxychloroquine n'apporte absolument aucun bénéfice thérapeutique chez des patients Covid-19, hospitalisés en tout cas, et a de rares mais très réels potentiels pro-arythmiques. Il ne faut pas le nier, mais ils sont quand même rares. Et puis finalement, le message clé à garder en tête, c'est que sans nier la relation qu'il y a entre médicaments et QT, le QT, c'est un marqueur pronostic non spécifique dans le Covid-19, mais d'ailleurs dans les accidents vasculaires cérébraux, dans la cirrhose du foie, dans des tas de pathologies, dans le VIH. Dès qu'on le mesure, un patient qui ne va pas bien, d'ailleurs on pourrait très bien regarder ça en réanimation, en follow-up, il a le QT qui s'allonge, et ce n'est pas parce qu'il a le QT qui s'allonge qu'il va mourir, c'est parce qu'il va mourir qu'il a le QTC qui s'allonge. Et donc je termine par une petite parenthèse sur ce qui aurait pu être fait pour démontrer les effets bénéfiques de l'hydroxychloroquine en études préventives. J'ai regardé, actuellement, la mortalité en France, toutes catégories confondues, c'est 5%. Pour démontrer qu'on passe en traitement préventif quand on a dépisté quelqu'un de Covid+, de 5% à 3%, ce qui serait quand même un super effet de 40% de réduction de la mortalité, il faudrait 2000 patients par groupe, ce qui n'est pas du tout impossible à faire. Et c'est très regrettable que notre savant de Marseille ne l'ait pas fait très tôt pour pouvoir démontrer qu'il avait raison. Et je pense qu'en fait, il n'a pas raison. Je vous remercie de votre attention. Bon, tu nous décris un bel effet placebo en fait, hein, Sûr. avec l'hydroxychloroquine. Ah oui, oui. Mais qui a été très convaincant. Alors pourquoi cet emballement généralisé? Parce qu'il faut, il vaut mieux une poudre de perlimpinpin pour assurer le bon peuple ou... Alors, c'est un débat quasiment philosophique. Ça veut dire les gens ont voulu... C'est d'ailleurs étonnant, parce que les gens, même des médecins ont dit, mais il faut bien qu'on dise à ces gens qu'il y a quelque chose pour eux. Et faisant l'hypothèse que les gens n'étaient pas assez matures pour qu'on leur dise, vous savez, on ne sait pas, on avance, on cherche, il faut rester humble. Ouais, si on se remet en arrière au début du mois de mars, on ne savait rien. Oui. Et bon, il y avait ce petit papier de l'équipe de Raoult, il y avait une efficacité in vitro, tout le monde en a donné. Oui, mais on devrait avoir l'humilité, quand on évalue des médicaments, de dire qu'il y a des tas de données préliminaires qui laissent penser qu'un médicament va être efficace, et que ça ne veut pas dire que ce médicament va être efficace en pratique. Et d'ailleurs, il y a un moment où on a su. Oui. Et c'est là après où ça a été problématique. Oui. Au niveau de Raoult et des politiques surtout. Alors ça, c'est la déconnade absolue. C'est-à-dire que Raoult, d'abord, il a une communication qui est folle. Ça a été repris ensuite par... moi, j'ai reçu des coups de téléphone de journalistes brésiliens faisant campagne contre Bolsonaro, me demandant de... Alors, je dis, attendez, c'est pas le sujet. Les gens ont pris passionnellement à bras-le-corps ce sujet, qui est un sujet technique, il y a des données in vitro qui laissent penser tout à fait plausible qu'il puisse y avoir un effet. Cet effet n'est pas démontré en clinique. Et l'effet toxique lui-même, je trouve, n'est pas très convaincant. Même s'il existe. Quand tu cumules plusieurs facteurs, mais clairement, quelqu'un qui arrive en RIA avec un QT à 500 millisecondes, il n'est pas bien, et indépendamment de toute prise de médicaments.